Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à Étienne Cavagnac de m'avoir confié ce sujet et de me permettre de vous parler de cette technique au fascialata. Alors, c'est vrai que c'est une technique qui reste encore actuellement assez confidentielle, mais qui connaît quand même un regain d'intérêt depuis que on s'est un petit peu plus attardé au plastique antérolatéral. Alors, les deux questions, pourquoi j'ai choisi cette technique et puis comment je la fais. Alors pourquoi j'ai choisi cette technique? Première réponse un peu triviale, c'est parce que c'est celle que j'ai apprise. Je crois que c'est important quand on est interne ou jeune chef de clinique de commencer dans notre installation par quelque chose qu'on maîtrise, c'est sécurisant, et puis après, petit à petit, essayer d'évoluer. Voilà. Donc, la première raison, c'est celle-là. Mais je me suis rendu compte à l'époque, au fil des congrès, des formations, des échanges que j'ai pu avoir avec des collègues d'autres villes, qu'il y avait eu pas mal de critiques par rapport à cette technique qui était considérée comme démodée et puis surtout comme délabrante. Alors, on va voir ces différentes critiques parce que c'est ce qui nous a permis après de faire évoluer la technique. Alors, la première critique était que on ne faisait pas d'arthroscopie, on est donc avant les années 2000. La deuxième critique était que la cicatrice était longue et pas très esthétique. La troisième critique était que le fascia latin avait cette réputation d'être un transplant peu résistant, et ça depuis l'étude de Noyes de 1991, avec, vous le voyez, une résistance de 36% par rapport à un croisé normal, donc bien loin du tendon rotulien ou de l'association du demi-tendineux et du gracilis. La quatrième critique était qu'il était difficile de fermer le fascia lata après le prélèvement, avec des risques, comme vous le voyez sur la photo de droite, de hernie musculaire. La cinquième critique, qui n'était pas vraiment spécifique de la technique, mais plutôt des ténodèses latérales en général, c'est qu'elles étaient pourvoyeuses d'arthrose du compartiment externe par hypercontrainte de ce compartiment. Et puis la dernière critique est un petit peu plus anecdotique, c'est que la fixation se faisait par une agrafe tibiale et ce type de fixation peut parfois être douloureux. Alors vous le voyez, on ramait pas mal à l'époque avec cette technique, qui ne se faisait pas sous arthroscopie, avec une grande cicatrice, une faiblesse mécanique du transplant, une difficulté à la fermeture et un risque d'arthrose. On était bien loin des avantages de la petite cicatrice du DIDT et de la résistance du tendon rotulien. Alors, je me suis dit, ça doit être mieux ailleurs, et je suis allé donc voir les grands ténors de la chirurgie ligamentaire de l'époque, que ce soit à Paris, à Lyon, à Toulouse et à Marseille. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, j'ai vu du DIDT. Alors, certes, le prélèvement était peu invasif par la petite cicatrice, mais je le trouvais quand même assez agressif, avec cette façon un peu d'arracher quasiment ces deux tendons. Je me posais également la question de l'impact fonctionnel sur le genou du prélèvement de deux ischio-jambiers. À l'époque, il y avait pas mal de problèmes de fixation. Il y avait une multiplicité de systèmes de fixation. Et puis, je trouvais également que la préparation du tendon était fastidieuse sur une table de traction avec des cyclages, etc. J'ai vu également des techniques au tendon rotulien. Alors là aussi, je trouvais que c'était une technique exigeante au niveau du prélèvement, où il ne fallait pas se louper. Et puis, on le sait même pour d'autres techniques, que le passage de baguettes osseuses à travers des tunnels peut être source de gain. Dans la région et à Strasbourg, un certain nombre de chirurgiens pratiquaient le tendon rotulien, et on voyait quand même un petit peu plus de flexome et de cyclosyndrome avec cette technique qu'avec les autres. Voilà, le tendon rotulien répondait bien à ce dicton comme quoi c'est le meilleur des greffons en termes de résistance, mais le plus mauvais des prélèvements en termes de iatrogénie. Et puis, durant ces différents petits voyages, j'ai très peu vu, voire pas du tout, de plastie antérolatérale. Et donc, à mon retour, j'étais quand même assez conforté dans l'idée qu'il fallait continuer et persévérer avec sa technique au fascia lata, mais il fallait absolument la faire évoluer pour répondre aux critiques. Et puis, il fallait communiquer, car beaucoup avaient dans l'esprit cette technique
telle qu'elle se faisait dans les années 75 et 80, comme l'avait décrit David McIntosh. Alors, la réponse aux critiques, très rapidement, avec mon ami le docteur Vanille, actuellement à Clermont-Ferrand, et avec qui j'étais chef de clinique à l'époque, on est passé à la technique arthroscopique. On a réduit la cicatrice du prélèvement qu'on peut actuellement faire entre 6 et 10 cm, avec le principe de mini-invasif de fenêtre mobile. Par rapport à la faiblesse mécanique du fascia lata, alors on s'est repenché sur l'étude de Noyce, et alors cette étude avait prélevé du fascia lata, mais dans sa portion proximale, où le transplant est le plus fin, sur une largeur de 18 mm, et en effectuant un test de traction axiale. Alors on est là dans le laboratoire, et ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on l'utilise au bloc opératoire, où la largeur est de 30 mm, le prélèvement est plus distal, donc dans une portion, le fascia lata est plus résistant. Et puis surtout, Engebretsen avait montré en 1990 que le fait justement de faire une ténodèse latérale diminuait de plus de 40% la tension qui s'exerçait dans la portion intra-articulaire. Et puis, il faut bien le reconnaître, que certains patients ont des fascia lata relativement fins et pellucines. Et donc, pour cela, on a mis au point des possibilités de le renforcer, que ce soit par une plastie locale de retournement, comme vous voyez sur la photo de gauche, où on prélève une épibandelette de la portion distale où le fascia est bien résistant et on vient la retourner dans la portion intra-articulaire, ou alors un renforcement comme sur la photo de droite avec un gracilis. Pour ce qui est de la difficulté de fermeture, donc là, mon maître professeur Liguer avait imaginé cette astuce de sectionner la cloison intermusculaire pour permettre ensuite la translation et une fermeture avec une moindre tension du fascia lata. Par rapport à l'arthrose, alors le symposium de la Société française d'arthroscopie de 2016 sur les plasties antérolatérales a bien montré que ces plasties antérolatérales n'étaient pas arthrogènes, c'est la ménisectomie qui est arthrogène. Alors évidemment, dans les années 75-80, ces plasties antérolatérales étaient fixées souvent en flexion et en rotation externe, avec certes des raideurs, des hypercontraintes, et il y a pu effectivement avoir des arthroses, mais ce n'est plus le cas avec la façon dont on pratique ces plasties antérolatérales actuelles. Et puis bien sûr, on fixe maintenant nos plasties avec une agrafe et non plus avec une vis, pardon, et non plus avec une agrafe. Alors ensuite, on a un communiqué. J'étais très heureux de pouvoir participer en 2015 au symposium sur le ligament croisé antérieur en ambulatoire, ce qui a permis de montrer que cette technique qui avait la réputation d'être délabrante pouvait tout à fait être réalisée en ambulatoire. On a parlé de cette technique lors du symposium de 2016 sur les plasties antérolatérales. Et puis, grâce à mon ami le docteur Bertrand Sobricotet, j'ai pu être invité aux Journées lyonnaises du genou pour présenter cette technique, preuve qu'il y avait quand même un intérêt à l'écouter. Et je peux vous dire que pour un Strasbourgeois élève de Liéguer, pouvoir aller présenter une technique aux Journées lyonnaises du genou, ça montrait quand même une certaine avancée par rapport à la vision qu'on se tenait de cette technique. Et puis, on a commencé à l'enseigner au travers des différents cours de la SFA. Et puis, une chose qui est importante et que j'ai compris peut-être un petit peu tard, c'est quand on est convaincu de quelque chose et il faut absolument publier ces techniques. Et donc, cette publication a eu lieu en 2016 et nous avons actuellement une étude en cours sur les résultats dont on devrait publier et communiquer d'ici la fin de cette année. Alors après, la question pourquoi je fais, c'est surtout pourquoi je continue. Alors je continue parce que je crois beaucoup à la plastie mixte et à l'ajout d'une plastie antérolatérale pour neutraliser le ressaut. C'est une technique qui n'utilise qu'un seul transplant et on a tous des échecs et des re-ruptures. Et il est donc important de préserver un capital de ce transplant pour les reprises. C'est un prélèvement qui est techniquement un peu embêtant et notamment pour la fermeture. Par contre, il n'y a pas de iatrogénie fonctionnelle comme pour le tendon rotulien ou les disques jambiers. Et puis, c'est une technique qui est assez biologique avec une greffe qui reste pédiculée sur le tubercule de Verdi
et un nettoyage minimal de l'échancrure pour préserver tout ce qui permet la ligamentisation. Et donc, au final, je trouve que c'est une technique qui a maintenant acquis une modernité qui est comparable aux autres techniques. Alors après, la partie pourquoi j'ai choisi, comment je fais? Alors, vous voyez ici l'installation classique avec une cale latérale, un appui distal, le genou fléchi à peu près à 70 degrés. Alors, au départ, on peut marquer les repères. Et ce qui est important de repérer, c'est le tubercule de Gerdy. Alors, généralement, il est bien saillant sous la peau. Mais si vous avez des difficultés, souvenez-vous que ce tubercule de Gerdy, il est exactement à mi-distance entre la tubérosité tibiale antérieure et la tête de la fibula. Alors, je vous ai schématisé ici la taille du prélèvement, donc qui fait une vingtaine de centimètres de long, 1 centimètre de large en distal, 3 centimètres en proximal. Alors, c'est vrai qu'avec l'expérience, après, on peut raccourcir un petit peu la taille de cette greffe en fonction de la taille du genou. Et puis, vous voyez marqué avec les flèches rouges la taille de la cicatrice. Alors, on va voir un petit peu avec des séquences vidéo ces différentes étapes. Donc, vous voyez là mon pouce droit qui repère le tubercule de Gerdy, l'incision du plan cutané. Ensuite, on va débuter le prélèvement au niveau du tubercule de Gerdy. Donc, vous voyez la face postérieure du tubercule de Gerdy. Et puis ensuite, la face antérieure avec une largeur de greffe à ce niveau-là d'à peu près 1 cm. Ensuite, on va se porter sur la portion un peu plus proximale avec, vous voyez, un écarteur spécifique, une grande valve et un décollement sous-cutané pour aller chercher le plus loin possible avec une cicatrice, vous avez vu, relativement réduite. Et ensuite, le transplant se clive très bien du vaste externe. Et on va ensuite le décrocher comme ça, de proche en proche, jusqu'au niveau du tubercule de Gerdy. Ici, la fin du décrochage jusqu'au tubercule de Gerdy. Il faut veiller lors de ce prélèvement à ces petits vaisseaux qui sont à la face profonde du fascia latin. Donc, il faut être assez léger avec le bistouri pour ne pas léser ces vaisseaux qui peuvent après saigner et donner des hématomes. Alors, la préparation des greffes est très simple. On met 2 fils tracteurs ici dans sa portion uniquement distale, 2 fils de tubidisation, pardon, et un fil tracteur, par exemple du Vicryl 2. Un point important ensuite est le repérage de ce fameux point isométrique ou de la meilleure isométrie pour réaliser le tunnel fémoral. Alors pour ça, il faut repérer le ligament collatéral latéral marqué en pointillé ici au niveau de son bord supérieur, les vaisseaux de Lemaire, et puis vous voyez que le tunnel fémoral schématisé en bleu va se trouver donc en arrière du ligament collatéral latéral et sous les vaisseaux de Lemaire. Alors ces vaisseaux, on ne les voit pas toujours bien. L'autre repère, sinon, c'est de palper l'épicondyle latéral et de se mettre 5 mm en proximal et 5 mm en postérieur pour marquer ce tunnel marqué au bistouri électrique. Alors ensuite, on va réaliser le tunnel fémoral. Donc, un nettoyage à minima avec le shaver juste pour pouvoir positionner son viseur. Donc, vous voyez, on est sur la face latérale du condyle médial, la face médiale du condyle latéral, pardon. Et on va positionner son viseur. Alors, j'aime bien le mettre un peu horizontal, vous allez le voir, sur ce genou droit, plutôt vers 10 heures. Donc, un crochet qui va se mettre sur la corticale postérieure et le tunnel qui se fait 7 mm en avant du crochet. On va positionner ici le canon sur le point qu'on aura marqué au bistouri électrique au préalable, mettre en place sa broche guide, comme on fait pour toutes les techniques. Alors, il faut un viseur spécifique, un viseur out-in. Donc, vous voyez ici l'arrivée de la broche, et puis ensuite on va mécher en fonction du diamètre de la greffe. Alors généralement au tunnel fémoral, on est plutôt sur une taille de 7 mm. On va ensuite passer au niveau du tibial, alors qu'il n'a absolument rien de spécifique par rapport aux autres techniques, un viseur tout à fait standard.
un viseur qui se positionne sur le côté médial de l'épine tibiale latérale, un peu en avant du ligament croisé postérieur. Et puis la mise en place de votre broche guide, dont vous allez contrôler le bon positionnement en intra-articulaire. Et puis là encore, ensuite, le passage d'une mèche diamètre 6 ou 7, en fonction, là encore, de la taille de votre greffon. Alors, une fois que ce temps est effectué, on nettoie les débris osseux pour bien faciliter après le passage du transplant. Alors, le passage du transplant, on va voir donc le fil tracteur qui est pris avec une petite pince Kelly, la courbure de la pince Kelly tournée vers l'échancrure. On va mettre cette Kelly dans le tunnel fémoral et aller récupérer le fil tracteur par une pince passée à travers le tunnel tibial. Et on récupère donc ce fil tracteur, on va tirer dessus, ce qui va faire venir la greffe en intra-articulaire. Vous voyez ici l'arrivée de la greffe. Et puis, il faut bien veiller qu'il n'y ait pas de twist, que la greffe ne se tourne pas dans cette portion extra-articulaire. Vous voyez l'aspect final. Alors ensuite, on va mettre en tension cette greffe et puis la fixer. Alors la fixation se fait avec une vis d'interférence. Vous voyez, sur un genou qui est très proche de l'extension. Alors même si on ne le voit pas bien ici, mais il faut absolument que le pied soit en rotation neutre et non pas en rotation externe pour justement ne pas trop contraindre la partie antérolatérale de la greffe. On va ensuite tester la greffe. Alors là, ce qui est important d'obtenir, c'est une petite détente sur le genou en flexion. On peut passer la pincette et vous allez voir qu'en extension, on voit la greffe qui se tend. C'est exactement ce qu'on veut. Donc tendu proche de l'extension et un peu détendu en flexion pour autoriser quand même la rotation interne. Et puis ensuite, le temps un peu fastidieux de la fermeture. Alors, je ferme avec un Vicryl 2 une grande aiguille dans la portion qui est bien visible. Vous voyez que j'ai lâché le garrot avant de commencer la fermeture pour faire l'hémostase. Parce que c'est vrai qu'une des complications de la technique est l'hématome. Donc, il faut bien faire l'hémostase. Et puis, pour la portion un peu plus proximale de la fermeture, j'utilise un Vicryl, un petit aiguille, la petite aiguille permettant justement, avec un petit rayon de courbure, de la tourner plus facilement dans cet espace un peu réduit, dans la partie toute proximale du prélèvement. Alors, c'est vrai que cette fermeture me prend généralement 10 à 15 minutes parfois, mais en se prenant le temps, on y arrive, comme vous le voyez sur la vidéo ici. Voilà, encore une petite dernière vidéo pour vous montrer le passage de la greffe, donc dans sa portion extra-articulaire, intra-articulaire et à travers le tunnel tibial. Et bien voilà pour cette partie. Donc je vous remercie encore de toute votre attention. Je suis bien sûr à votre disposition pour toute question éventuelle. Et puis je suis à votre disposition si vous voulez éventuellement venir sur Strasbourg pour voir cette technique en live. Voilà, je vous souhaite encore une bonne formation, un petit spécial dédicace pour mon ami Étienne avec Vive Toulouse. Et puis, au plaisir de vous revoir en mode déconfiné. Bonne journée encore.